à tous et toutes. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Parler de mixité et d'égalité dans le monde du numérique aujourd'hui, c'est forcément risquer d'enfoncer quelques portes ouvertes. Et venir parler d'intelligence artificielle quand on n'est pas développeuse lors d'une grande assemblée du digital, c'est même peut-être un petit peu dangereux. Mais de temps en temps, un produit révolutionnaire arrive et change tout dans une industrie. En 1950, Alan Turing imagine son célèbre test et établit la première hypothèse sérieuse dans le domaine de l'intelligence artificielle. En 1997, Deep Blue d'IBM devient le premier système informatique à battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov. En 2012, avec Google Brain, Google devient un des pionniers de l'intelligence artificielle et apprend à reconnaître un chat à partir de vidéos YouTube. Mais en 2015, Amazon interrompt les tests d'un algorithme d'aide à la décision à l'embauche parce qu'il pénalisait les CV contenant le mot « femme » pour des postes techniques. Boum. On réalise que les progrès technologiques n'améliorent pas forcément le monde, au contraire, ils reproduisent ces préjugés et les démultiplient. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter 3 solutions qui vont très certainement révolutionner l'intelligence artificielle. La première, c'est un outil basé sur la connaissance des études de genre qui permettrait de se débarrasser des stéréotypes. La seconde, c'est un dispositif qui prend en compte les inégalités entre les femmes et les hommes. Et la troisième, c'est une plateforme qui analyse les réflexes sexistes présents dans nos différents environnements. Pas mal, non? Donc 3 choses. Un outil pour se débarrasser des stéréotypes, un dispositif pour prendre en compte les inégalités et une plateforme pour analyser le sexisme. Un outil contre les stéréotypes, un dispositif contre les inégalités, une plateforme contre le sexisme. Est-ce que vous l'avez? Il ne s'agit pas de 3 outils distincts, mais bien d'un seul. Il s'appelle le féminisme. Et il va nous aider à changer les biais qui sont actuellement dans les intelligences artificielles. Nous allons donc répondre à plusieurs questions lors de ce talk. Comment créer un monde digital égalitaire? Comment une approche féministe va nous aider à sauver l'intelligence artificielle de ses biais? Est-ce qu'une intelligence artificielle féministe est aussi une hystérique mal baisée? Et nous allons voir tout ça grâce à notre intelligence artificielle que je vais vous présenter maintenant. Damien. C'est la dernière mise à jour? Ok, on va quand même vérifier que ça marche. Damien, quel temps fait-il aujourd'hui? On est proche de la Bretagne, il va faire des gueux. D'accord, ok, voilà. Très bien. C'est ce qui me semblait. La problématique des intelligences artificielles sexistes et racistes, évidemment, elle est connue depuis quelques temps maintenant. Et elle tient à plusieurs facteurs, dont certainement un des plus importants, c'est qu'il n'y a que très peu de femmes dans les postes qui codent les intelligences artificielles, donc très peu de représentation de la diversité au sein même des personnes qui créent ce monde de demain. Ce qui bloque encore, c'est le manque d'attractivité des filières techniques et scientifiques auprès des jeunes femmes. Le vivier de talent est très faible, puisque tout simplement les filles ne vont pas dans les écoles d'informatique. Et le peu d'entre elles qui se risquent à choisir ce type de carrière sont confrontées à des environnements de travail tellement sexistes qu'elles finissent par abandonner leur carrière et à switcher en cours de route. Une étude de l'ISACA a montré que la difficulté des femmes à s'imposer dans le secteur reposait sur 5 principaux facteurs qui sont le manque de mentors, le manque de rôle modèle, les inégalités de promotion, les inégalités de salaire, mais surtout les stéréotypes de genre. Alors que pourtant, si on regarde la construction de l'industrie de l'informatique en elle-même, si on remonte un petit peu dans le temps, on se rend compte qu'elle n'a pas toujours été aussi hostile que ça pour les femmes, au contraire même. Donc je vous propose de refaire un tout petit peu d'histoire. Ok Damien, peux-tu nous rappeler les faits? Je peux vous rappeler les faits. Alors je vous parlais de 8 femmes. Merci. 8 femmes. Ada Lovelace. Figure majeure de l'informatique, née en 1815, la comtesse Lovelace, fille du poète Byron. Elle est poussée par sa mère, Annabella, à étudier les maths. Et en fait, elle est douée dans ce domaine. Elle fabrique l'ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique avec Charles Babbage. Ouais, Babbage. Elle écrit les premières suites de calcul destinées à être exécutées par une machine. Et en fait, c'est la première programmeuse pionnière de l'informatique au monde. Elle crée le premier ordinateur du siècle avant son apparition. Et elle crée le langage des geeks, Ada. Grace Hopper. Elle est née en 1906 à New York. Elle est informaticienne, américaine donc.
Et grâce à elle, ben, on connaît le bug. En fait, elle découvre la première panne informatique provoquée par un insecte. En fait, en 1943, elle est engagée dans la marine. Elle travaille à la confection de l'ordinateur Harvard Mark I. Et puis, en 1945, elle essaye la version 2. Puis elle découvre qu'il y a une panne. En fait, il y a une mythe qui est prise dans un relais. Et du coup, on appellera ça le bug. Elle est très appliquée. Grâce à Hopper, en fait, ben, on connaît le bug. Et puis, c'est surtout pour ses programmes à la pointe que Grace Hopper est surnommée The Queen of Software. Margaret Hamilton, chef d'entreprise américaine, ingénieur. Le premier homme qui marchait sur la Lune, en fait, derrière lui, il y avait une femme qui était aux commandes. Et cette femme, c'est Margaret Hamilton. En fait, c'est son code informatique qui a permis le succès de l'Apollo 13 en 70. Et en fait, elle avait anticipé certaines pannes des composants électroniques. Elle a fait en sorte que l'alunissage reste fonctionnel. Donc, la NASA, au début, il la prenait un peu pour l'ingénierie chez les femmes. Non, ça marchait pas trop. Et grâce à elle, Apollo 13 a eu son succès. Et les Lego, vous connaissez les Lego? Eh ben, c'est grâce à elle que le Lego Femme est là aujourd'hui. Eddie Lamar. Bon, Eddie Lamar, en chiffres, c'est 30 films. Le premier orgasme sur grand écran. 6 maris, une étoile sur le Walk of Fame. Et 88 fréquences. 88 fréquences, non, ça parle? Non. En fait, elle est mariée. Elle est mariée, en fait, à l'époque, à George Antel. C'est le gars qui a créé le zapping radio. Et en fait, ils ont calqué le nombre de touches d'un piano sur le système de communication novateur, et du coup, qui brevettent en 1941, mais qui cède très vite à l'armée américaine par le patriotisme. Et donc, ils utilisent ça pendant la crise de Cuba. Et cette invention, vous savez ce que c'est? En fait, c'est le Wi-Fi. C'est le Wi-Fi, c'est le GPS, c'est le Bluetooth. Donc ouais, c'est une américaine, c'est une actrice qui a joui sur grand écran, qui a découvert ça. Johann Clark, né en 17. Derrière Alan Turing, dont tu as parlé tout à l'heure, il se cachait qui? Il se cachait Johann Clark. Johann Clark, en fait, c'est une cryptologue britannique qui a participé au décryptage de la machine Enigma en 1919. En fait, c'est une machine qui a été principalement utilisée par le nazisme pour coder des messages. Et en fait, cette machine, elle faisait des bruits de tic-tac pendant les calculs, et donc on a appelé cette machine The Bomb. Et en fait, ses travaux lui ont valu la décoration par le gouvernement britannique après la guerre. Jane Bartik, née en 1924 pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine en fait sélectionne 6 femmes. Donc elle et ses 5 collègues, elles étaient chargées de programmer une énorme machine, 25 mètres cubes, 25 mètres, 30 tonnes. C'est des programmes d'élite. En fait, ce programme s'appelle ENIAC. Et donc on les appelle les ENIAC Girls, pardon, et accèdent tardivement à la postérité en 2013. Vous vous rendez compte? Seconde Guerre mondiale en 2013. Ça marche. Roberta Williams. Qui connaît le jeu Mystery House? Un geek. Et en fait, cette femme qui a créé ou a participé à plus de 20 jeux en 18 ans, entre autres. Il y a The Wizard, The Princess, The King Quest, The Dark Crystal. En fait, son travail, c'est un tournant dans la conception et dans le design du jeu. Dernière femme, c'est pas une blague. Madeleine Roy, dit marraine. Elle est née en 1906, cette femme. Premier divorce en 1936. En enfant à 15 ans, 5 maris. Elle fait du vélo en pantalon. Elle fume des clopes. Elle fait tourner les tables. Elle avorte des femmes en détresse. Elle soutient le mariage pour les personnes de même sexe. Et en fait, elle se fait appeler marraine. C'était mon arrière-grand-mère, en fait. Elle est morte à 103 ans. Et en fait, c'est grâce à elle que je suis là. Donc voilà, il fallait juste un petit big up à marraine. Vous allez me dire, où sont les femmes? En fait, la place des femmes dans le monde de l'informatique, c'est l'histoire d'une inversion. En fait, au début, dans les années 50, les femmes occupent des postes clés dans l'informatique.
À l'époque, l'informatique ne donnait accès à des métiers de prestige ni à des hauts salaires. Et c'est plutôt dans un secteur de bidouille qu'on mettait les femmes. Et dans les années 90, c'est un peu le Big Bang du micro-informatique. Le secteur attire les hommes, on le sait, on le voit dès maintenant. Du coup, la proportion des femmes dans les écoles informatiques diminue, 25%, après des années de parité. Et aujourd'hui, on est à 10%. On a perdu 80% de femmes dans les écoles, en près de 40 ans. Vous captez ? Dans le monde de l'entreprise, les femmes représentent à peu près 33% des effectifs, selon l'étude du Syntec numérique. Autrement dit, seulement un employé sur 3 du secteur est une femme. Pourtant, il y a les grandes lunettes qui tentent de faire des choses. On l'a vu avec Google. Google qui revendique une hausse de 15 à 22% de femmes ingénieurs entre 2014 et 2018. En 2017, Google virait un de ses ingénieurs oublieux de l'histoire, qu'on appelle d'ailleurs James Damore, qui prétend que, en fait, s'il y a tant d'absence de femmes dans les hautes sphères des entreprises high-tech, c'est qu'il y a une différence biologique. Donc en gros, tant qu'il y aura des Damore, il faudra se battre pour une juste égalité. Et en informatique comme ailleurs, en fait, le chemin sera long. Emoji triste, emoji aubergine, emoji vomi. Les petites blagues. Il n'est pas encore au point. La définition d'un COD, pour vous, c'est quoi? Complément d'objet direct. Non, pour les geeks, c'est Call of Duty. Comment appelle une mère son fils pour manger? Altab. Sans transition, la culture geek, c'est quoi? En fait, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels. Ils servent à quoi? Ils servent à jouer. Mais pratiquement qu'à ça, ils sont vendus aux jeux à des garçons. Alors les publicités, les films, tout indique que c'est fait pour les garçons. Les catalogues sont bleus pour les garçons, les catalogues sont roses pour les filles, d'où mon t-shirt. Progressivement, en fait, la narration se fait autour de ce Big Bang informatique et se transforme exclusivement en un récit masculin. Les héros, c'est les geeks, des hommes férus et obsédés par la technologie, par l'informatique, par la programmation, et qui passent leur journée derrière un écran. Alors ça, c'est la version officielle, mignonne. Sinon, on va appeler ça des personnes socialement bizarres, impopulaires, généralement une personne intelligente qui ne s'intègre pas avec les autres aussi. Boutonneux, etc. On est dans le cliché. Et en fait, cette vision-là, elle se diffuse dans toute la société, parmi les films, parmi les publicités, les familles influencées achètent plus volontiers d'ordinateurs à des garçons. Et voilà, les salles d'informatique dans les écoles sont remplies de garçons. Voilà, l'intérêt des filles, elle est plus improbable dans ce domaine-là. Mais au-delà du prisme de la culture geek, l'histoire de la présence des femmes en informatique s'inscrit quand même dans la droite lignée d'autres innovations émergentes. Donc tant que le secteur reste perçu comme prometteur, on y trouve des femmes. Ok Damien, sans merci transition. Beaucoup. Ce qu'on apprend de l'histoire, du coup, c'est que la disparition des femmes du domaine ne tient finalement qu'à un facteur culturel et aussi la manière dont les représentations et dont les stéréotypes impactent l'attractivité et la féminisation d'un secteur ou non. Ce constat m'a amené, il y a 1 an, à mener une étude auprès de jeunes étudiantes dans 2 très grandes écoles d'informatique. Mon but, c'était d'interroger ces jeunes femmes sur les jobs qu'elles voulaient occuper, sur les entreprises dans lesquelles elles voulaient travailler. Je me suis dit que je m'adressais à des jeunes femmes qui avaient fait déjà le choix de poursuivre ces études, et donc que ça m'aiderait à comprendre leurs attentes et surtout à mieux conseiller les entreprises pour pouvoir les recruter. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la quasi-totalité des entretiens ont finalement tourné autour de leurs écoles et du sexisme permanent qu'elles y vivaient. C'est-à-dire que je m'attendais à rencontrer des jeunes femmes qui avaient déjà fait des choix singuliers, qui avaient dû combattre pas mal de stéréotypes, mais en fait j'ai réalisé que j'avais en face de moi de vrais warriors qui devaient se battre au quotidien pour montrer qu'elles étaient pertinentes pour gagner leur place, et surtout qui avaient au final une motivation et une envie hors norme pour pouvoir rester dans ce secteur. Donc je trouvais important de partager avec vous les enseignements que j'ai pu tirer de ces entretiens pour vous faire comprendre l'impact que la culture geek peut avoir sur les jeunes femmes. Donc le premier enseignement, c'est la mise en place de stratégies d'évitement. Donc il y a plusieurs de ces jeunes femmes qui m'ont confié s'être ressenties observées, surtout en première année. Les étudiants finalement proposent de l'aide plus par intérêt que par bienveillance. Et il y a même certaines écoles où il y a des réunions spécifiques pour les filles le premier jour pour leur dire de ne pas se laisser aider par les garçons.
Certaines d'entre elles se sont même préparées avant d'intégrer l'école parce qu'elles savaient que ça allait être compliqué d'être des filles. Et d'autres ont mis en place ce qu'on appelle donc des stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'elles ont changé leur comportement, elles ont changé la manière dont elles s'habillent, la manière dont elles se maquillent, la manière dont elles interagissent avec les garçons, mais aussi avec les filles. Et certaines vont même jusqu'à adopter des stratégies d'imitation, c'est-à-dire qu'elles vont adopter les comportements sexistes des garçons, elles vont faire des blagues sexistes, tout simplement parce que c'est plus facile pour elles d'être à l'origine de ces blagues sexistes et du sexisme plutôt que d'en être la cible. Le deuxième enseignement, il concerne la confiance en soi. On sait que les filles vont avoir tendance à abandonner si elles ne sont pas encouragées et si elles ne sont pas rassurées, et ça c'est évidemment renforcé par le fait d'être la seule fille au milieu de plein de mecs. Donc elles ressentent qu'elles ne sont pas nécessairement les bienvenues, en tout cas qu'on ne les a pas invitées à aller dans ces écoles-là et que les portes ne leur sont pas complètement ouvertes. Et d'ailleurs, dans les écoles où les élèves se corrigent les uns les autres, elles ont été plusieurs à me faire remarquer que les étudiants hommes sont beaucoup plus pointilleux sur la recherche des erreurs dans leur code, qui passent beaucoup plus de temps à remettre en question leurs compétences. Il y a un mansplaining permanent qui est assez présent et qui continue d'ailleurs dans le monde professionnel où les femmes doivent faire la démonstration de leurs compétences en permanence. Je me suis trompée de bouton. Voilà. Et d'ailleurs, en général, on sait que les codes qui sont proposés par les femmes sont beaucoup moins retenus que les codes proposés par les hommes quand on connaît le sexe de la personne qui code. Et une des grandes problématiques, notamment dans les recrutements, c'est que la plupart du temps, les jeunes femmes ne recrutent que des recruteurs hommes. Donc ça pose effectivement des problèmes de biais. Le dernier point que je voulais partager avec vous, ça concerne la projection dans leur futur job. Et enfin, il y a un petit peu de positif, puisque la plupart d'entre elles ne sont pas du tout inquiètes quant à la recherche de job et sur le fait de trouver un job en tant que femmes développeurs. Déjà parce qu'elles sont développeurs, mais aussi parce qu'elles ont pris conscience qu'elles sont devenues une denrée rare et que du coup, elles vont être un petit peu recherchées. Malgré tout, elles ne veulent pas travailler dans des environnements où il n'y a que des devs hommes qui passent leur journée à coder devant leurs écrans. Elles veulent éviter ce qu'on appelle l'effet cave, cette pratique visiblement courante chez les développeurs qui consiste à coder jour et nuit pendant une semaine entière en oubliant son hygiène corporelle. Et elles m'ont fait aussi remarquer que la plupart des entreprises de la tech ont tendance à penser que l'intégration des femmes n'est pas une priorité, justement parce qu'elles ont toujours été dans des environnements très masculins et entourées d'hommes. Alors qu'au contraire, il faut prendre conscience qu'elles viennent de passer 5 ans d'études à subir du sexisme quotidien et qu'un petit peu de bienveillance et d'effort d'intégration envers elles seraient quand même plutôt les bienvenus. Il y a quand même quelques inquiétudes quant à leur futur job, et notamment sur le fait de devenir chef de projet et manager d'une équipe, notamment parce qu'elles se disent que les garçons n'ont pas forcément envie d'être managés par une femme. Donc en fait, elles ont déjà intégré le fait que les hommes vont être mal à l'aise avec le fait d'avoir une dirigeante femme, et ça commence déjà à créer des blocages alors qu'elles ne sont même pas encore sorties de leurs études. Il y a évidemment le doute du quota, savoir si elles vont être recrutées sur leurs compétences ou juste parce que ce sont des femmes. Et globalement, tout ce qui concerne leur évolution de carrière, elles savent qu'elles vont avoir des freins à chaque étape de leur carrière et qu'on va certainement leur reprocher de prendre la place de certains hommes. Ce qui montre que, encore une fois, et comme dans beaucoup d'entreprises, on considère que les hauts postes dans la tech et comme ailleurs sont réservés aux hommes. Ouais. D'ailleurs, en vrai, il n'y a pas que dans le numérique, il y a dans l'entrepreneuriat aussi. Alors, je vais vous donner quelques chiffres sur l'entrepreneuriat féminin dans le monde. 36%, c'est l'entrepreneuriat féminin dans l'Afrique subsaharienne. 30%, c'est l'Amérique du Sud. 30%, c'est l'Europe. 24%, Afrique du Nord. Et en Asie du Sud-Est, on est à 23%. Ah ouais, je vous entends, entrepreneuriat de nécessité. Entrepreneuriat d'opportunité, je vous dirais, peu importe, parce qu'en fait, la définition universelle de l'entrepreneuriat, elle reste la même. Des clichés, donc si vous pouvez répondre à ces clichés-là. Les femmes ne sont pas attirées par l'entrepreneuriat. Faux. Les femmes, en fait, elles valorisent autant l'entrepreneuriat que l'homme, en France, du moins. Les femmes dirigent plutôt des petites entreprises. Eh bien, c'est vrai. Les femmes dirigent vraiment de plus petites entreprises. C'est les chercheurs de Schema Business School et Noventia qui l'ont découvert. Et par contre, ces entreprises dirigées par des femmes, elles ont une profitabilité supérieure de 9% par rapport à celles dirigées par des hommes. Voilà. Le premier frein à l'entrepreneuriat féminin, c'est la difficulté à concilier vie privée et vie professionnelle. Cliché ? C'est faux, parce qu'en France, entrepreneur moyen, homme comme femme, il a des enfants, il a une vie de famille.
Et les dirigeantes parviennent donc majoritairement à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Avant-dernier cliché, les femmes ont plus de difficultés à trouver des financements. Eh bien c'est vrai, messieurs les banquiers, à cause des discriminations. Juste ça. La France est en retard par rapport à l'entrepreneuriat féminin sur les pays occidentaux. Ouais. Et pourtant, les États-Unis, eh ben, il y a 50% des créations d'entreprises par des femmes. Et ouais, pour cause en France, c'est que les représentations ont un plus fort impact négatif sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat féminin, avec tout ce que j'ai dit, question de genre ou question de culture? Je m'arrêterai là. Ok Damien, merci beaucoup pour cette intervention inopinée. Quand on laisse un monde être codé uniquement par des hommes, voilà ce que ça donne. Ok Damien, montre-nous quelques exemples s'il te plaît. Amazon 2015. Amazon sort et a interrompu les tests d'un algorithme en fait, pour la décision à l'embauche. Vous vous rappelez tous de ça. Hein. En fondant en fait, sur les données de recrutement, pendant 10 années, le programme s'est mis à pénaliser les CV contenant le mot « femme ». Un an après, le Seattle Times révèle que sur LinkedIn, la recherche de Stephanie Williams affiche instantanément Stéphane. Andrew pour Andrea, Michael pour Michaela. Donc difficile d'accroître la visibilité, donc l'emploi des femmes dans le milieu professionnel, lorsque les hommes sont proposés à défaut. Nous avons des préjugés, l'IA les apprend, ça c'est John Bryson qui dit ça, sur l'intelligence artificielle. Un algorithme conçu pour prédire le risque de récidive de ses prévenus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Depuis 2016, en fait, les juges de la Cour criminelle des États-Unis emploient un logiciel qu'on appelle Compass, qui a été créé par Northpoint. Et en fait, il a pour objectif d'aider un juge à établir son jugement en estimant de manière informatique si le prévenu risque de récidiver ou pas. Et bien, en fait, cette méthodologie très controversée aux États-Unis, parce qu'il a des variables un peu cheloues, parce qu'il prend en compte, en fait, pour établir son résultat, le sexe, la couleur de peau et d'autres modalités. Et ça fait qu'en fait, Northpoint aurait estimé que 70% des personnes noires seraient susceptibles de commettre un crime violent et 45% un crime de tout type. Donc là, on est sur du vrai racisme. Hein. Donc voilà. Google Photos. Google Photos, en fait, c'est très simple. Son intelligence artificielle de reconnaissance faciale confond des personnes noires avec des gorilles. Pas besoin d'épiloguer là-dessus. Hein. Allez, pardon. Un dernier pour la route. Google Translate. Donc, on va dire, ça c'est Google Translate avant. Je ne sais pas si vous voyez bien. The nurse has arrived. L'infirmière est arrivée. The doctor has arrived. Le docteur est arrivé. On est sur du typique, ça a été pareil sur du turc, je ne sais pas si vous l'avez testé chez vous. Voilà, l'anglais, le turc, en fait, il traduisait la secrétaire, le chef d'entreprise, le docteur, l'infirmière. Google, du coup, dans un premier temps, offrira le choix entre le masculin et le féminin pour traduire de l'anglais vers le français, l'espagnol, l'italien ou le portugais. On s'arrête là, sur les autres langues, vous n'avez pas le droit. Mais dans un second temps, sur la V2, ils vont faire évoluer les choses. L'entreprise compte dans un second temps aussi s'attaquer au sujet du genre non-binaire. Sans transition, Céline ? Et sans transition, effectivement. Pour que l'on ait des intelligences artificielles non sexistes, non binaires peut-être même d'ailleurs, on sait qu'il faut plus de femmes et plus de diversité pour les coder. Donc ça veut dire qu'avant même de se soucier d'écrire des lignes de code et d'établir des programmes informatiques, il va falloir attirer les femmes dans le secteur. Pour les attirer, on l'a vu, il faut qu'elles rentrent dans les écoles de code. Pour qu'elles rentrent dans les écoles de code, il faut qu'elles aient envie de s'y orienter. Donc ça veut dire qu'il va falloir montrer que ces métiers-là sont possibles pour des femmes. Et pour montrer, il faut changer les représentations, il faut changer les images, il faut changer les perceptions de ce qu'est le développement informatique pour que les jeunes femmes puissent y aller. Il faut donc changer la communication. Je vais revenir sur quelques pistes d'amélioration qui justement avaient été proposées par les étudiantes que j'ai interrogées. La première, c'est la sensibilisation. Donc là, on va rester dans un premier temps sur les écoles, mais parler des comportements égalitaires, tout simplement de respect, en fait, finalement, de choses très basiques qui, visiblement, nécessitent encore d'être rappelées et surtout qui doivent se faire de manière obligatoire et surtout à grande échelle, c'est-à-dire quand tous les étudiants sont réunis. Faire de la prévention aussi, mais surtout montrer un vrai engagement de la part de la direction, c'est-à-dire qu'il soit clairement dit et appliqué qu'aucun
comportement sexiste ne sera toléré. La deuxième piste, c'est la normalisation, ce que j'appelais la normalisation pour mener à l'inclusion. C'est-à-dire de montrer qu'être une fille dans l'informatique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est plus quelque chose d'extraordinaire. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, ça ne l'a jamais été. Et qu'au final, tout le monde doit être considéré au même titre. Pour ça, elles ont une solution qui est assez efficace à mon sens, ce serait de féminiser les communications. Elles ont été beaucoup à me dire que chaque email général qui est envoyé aux étudiants de l'école est tout le temps écrit au masculin. Et que féminiser justement les mots, ça permettrait de faire une différence. Et ce serait utile pour montrer que finalement, ces filles ne sont pas des exceptions dans les écoles. Et enfin, la dernière piste, c'est ce qui concerne la culture et l'image. On a parlé de la culture geek tout à l'heure. C'est toujours pas attirant pour les filles d'être une geek. Tout simplement parce que l'imagerie du geek, elle fait appel à des personnes associables qui ont, encore une fois, des petits problèmes d'hygiène, visiblement. Et c'est cette image qu'il faut changer, puisque au final, les filles ne veulent pas être associées à cette image-là, ou tout simplement parce qu'elles ne s'y reconnaissent pas et qu'elles se disent qu'elles ne correspondront jamais à cette image-là et surtout aux stéréotypes qui vont avec. Donc voilà pourquoi il est hyper important de travailler sur les communications, de travailler sur vos communications. Et la première chose, avant de se lancer sur la communication de l'égalité et de la mixité, ça va être de remettre en question votre culture d'entreprise et de s'assurer qu'elle soit woman-friendly, comme on dit en anglais. C'est-à-dire commencer par la base, une tolérance zéro sur les commentaires, sur les blagues et sur les comportements sexistes. Ensuite, il faut qu'il y ait un vrai engagement du dirigeant ou de la dirigeante pour l'égalité femmes-hommes. Et l'enjeu, ça va être ensuite de transmettre cet engagement aux autres employés, c'est-à-dire les sensibiliser, les former à une culture d'entreprise égalitaire, proposer des formations sur les stéréotypes, voire même leur proposer d'établir des best practices sur les comportements égalitaires à respecter dans l'entreprise. On sait aussi, sur tout ce qui concerne les pratiques RH, que toutes les cultures d'entreprise qui favorisent l'équilibre entre vie pro, vie perso, sur la flexibilité des horaires, c'est beaucoup plus attrayant pour les femmes. Et j'ai envie de dire, surtout dans l'environnement tech et dans l'environnement start-up, où sous couvert de baby-foot et de table de ping-pong, on cultive quand même une culture d'entreprise qui est assez présentéiste. Évidemment, encourager les femmes à poster leur candidature pour des postes de direction et surtout les encourager à participer à des réseaux de femmes. Je sais que ça peut toujours paraître très excluant, mais la plupart d'entre elles ont dit qu'au final, ça les avait énormément aidées d'avoir des safe spaces pour se parler entre femmes et pour parler de leurs problématiques. Le deuxième sujet, ce sera donc celui de la marque employeur et de la communication d'entreprise qui doit absolument être inclusive. Pour cela, on a déjà parlé de la féminisation du vocabulaire, mais il faut aussi veiller à utiliser un vocabulaire qui soit non sexiste et non stéréotypé, et notamment dans vos fiches de poste. Arrêtez de vouloir recruter des ninjas du code. D'une part, ça ne veut rien dire, et surtout, c'est hyper excluant pour les femmes. Mais ça s'applique aussi à tout ce qui va être globalement question de vos communications corporate, de vos sites corporate, etc. Communiquez évidemment sur vos engagements dédiés à la flexibilité au travail, au bien-être, mais surtout à vos engagements sur l'égalité, c'est-à-dire que l'égalité femmes-hommes doit apparaître vraiment comme un objectif clair de l'entreprise, dans les valeurs de l'entreprise, et surtout il doit être diffusé dans chaque équipe comme un vrai objectif corporate. Et ensuite seulement, on va pouvoir s'intéresser de plus près aux enjeux qui sont liés au recrutement. En commençant par mener vos entretiens avec des équipes les plus mixtes possibles. On a vu pourquoi tout à l'heure, parce que ça effraie les candidates et surtout, ça réinjecte énormément de biais. Veillez aussi à ce que la proportion de candidats et de candidates reste constant à toutes les étapes du recrutement. Et si vous voulez vraiment avoir un impact, effectivement, à compétences égales, il va falloir favoriser le recrutement qui va vous permettre d'équilibrer le maximum la représentation des sexes et des genres dans votre entreprise. Communiquer évidemment clairement dans les entretiens sur les valeurs de l'entreprise, sur ce que vous faites autour de la mixité, et ne pas hésiter surtout à élargir vos bassins de recrutement, parce qu'effectivement, il y a à peine 10% de filles dans les écoles d'ingénieurs, alors que si vous recrutez des personnes un peu plus sur le potentiel et que vous prenez le temps de les former, ça va vous permettre aussi de pouvoir avoir une meilleure diversité et un nouveau vivier de talents. Ne pas hésiter non plus à recruter... Ok. Coucou. Salut. Ne pas hésiter non plus à solliciter les membres de vos équipes, donc vos développeurs, etc., parce qu'eux aussi ont des contacts et ont un bassin de recrutement qui est possible d'élargir. Ok, Damien. Ça a bugué. Ah ouais. En fait, je suis pas une IA féministe, je m'appelle Damien. En vrai, je suis directeur de MyAmateur. MyAmateur, c'est un programme qui a été créé et qui a été créé par et pour des entrepreneurs. Féminin, masculin, non-genré, non-binaire, on s'en fout. Nous, on est pour l'inclusion
On n'est pas communautaire. Maya Mater, c'est une femme. Mater, ça veut dire la mère. Maya, c'est la croissance des végétaux par la sève. Voilà. On est un programme de 4 mois, immersif, parce que vous dormez sur place, vous mangez sur place, vous êtes coaché, vous êtes mentoré, on vous en met plein la tronche pendant 4 mois. Et le but, c'est d'aller de l'idéation à la création de votre projet. Peu importe le projet, Tech for Good, Biotech, Deep Tech, on est là pour accueillir vos projets et les accompagner. Ça dure 4 mois, c'est à Nantes, c'est entièrement gratos parce que moi je vais chercher de l'argent là où il y en a. Coucou Nantes, coucou Saint-Nazaire, coucou la région. Et le but c'est que vous ne payez rien. Vous n'avez pas d'argent, quand on commence à entreprendre, on n'a pas de thunes. Donc moi le but c'est pas de vous en prendre pour commencer du moins votre projet pour voir s'il est viable. Voilà. Ça s'appelle Maya Mater. Nous avons un stand avec des potes, Incubator, Nova Pulse, Imagination Machine, Pépite, et c'est tout je crois. Voilà. Sinon, je m'appelle Damien, je suis féministe depuis toujours, parce que association, parce que mon arrière-grand-mère, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous voir sur le stand après. Céline. Et donc, en ce qui me concerne, je suis la fondatrice de Genderbusters et au-delà de venir faire des blagues sur Damien, on travaille vraiment sur la création d'une intelligence artificielle féministe, dont je vais vous parler très rapidement. En fait, cette idée, elle est née lorsque j'ai appris que Facebook et Microsoft avaient mis en place des intelligences artificielles pour détecter les biais de leurs actuelles intelligences artificielles. Et en fait, ça m'a un peu hallucinée parce que je me suis dit, on est en train de rajouter des couches d'intelligence artificielle sur d'autres intelligences artificielles parce que les bases de données sont biaisées et la manière dont on a codé ces intelligences artificielles sont biaisées, plutôt que de remettre en question tout ce processus qui a été établi, qui certes demanderait énormément de temps, mais qui serait beaucoup plus sain. Donc je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne change pas justement les bases et la manière de coder avec une approche féministe et qu'on ne se sert pas de toute cette connaissance qu'on a sur les études de genre, qui est une vraie connaissance scientifique, en sciences sociales mais aussi ailleurs, et qui est très souvent décrédibilisée parce que considérée comme militante, et les théories du genre, etc. Donc au final, je me suis dit, il faut recruter des femmes, ça c'est certain, il faut recruter des noirs et toute autre typologie de diversité pour établir ces nouvelles intelligences artificielles, mais malheureusement, ça ne va peut-être pas forcément suffire à corriger tous les biais, tout simplement parce que c'est quand même des biais qu'on a un peu tous et qui sont intégrés et inculqués depuis notre plus tendre enfance. Et en soi, malheureusement, être une femme, ça ne garantit pas de ne pas être sexiste, surtout quand on a subi du sexisme depuis très très longtemps. Ce qui est possible, en revanche, c'est de se servir de tous les outils antisexistes dont on dispose, d'agréger cette connaissance féministe pour la mettre au service de la construction d'un futur égalitaire, ou en tout cas d'une version idéale. Et c'est-à-dire, d'une certaine manière, nous aussi biaiser, ou en tout cas forcer la manière dont on va construire les IA pour qu'elles correspondent à cet idéal égalitaire. Créer une intelligence artificielle qui finalement sera débarrassée de tout stéréotype, voire même qui sera là pour les combattre, et donc créer la première intelligence artificielle féministe. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de construire une IA qui va permettre, dans un premier temps, d'analyser les stéréotypes que comportent vos communications. Donc à la fois sur les textes, sur le vocabulaire que vous utilisez, mais aussi dans un second temps sur tout ce qui va être images, vidéos, etc. La première version sur laquelle on travaille, c'est une version qui est focusée sur de l'analyse de texte, et avec la première base de travail qu'on a choisie, c'est les fiches de poste. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, le vocabulaire qui est utilisé sur une fiche de poste a une énorme influence sur la candidature des femmes ou des hommes à certains postes. Lorsqu'on emploie certains mots, ils font plus ou moins appel à des stéréotypes de genre et ils peuvent réduire la capacité des femmes à se projeter dans certains postes. Mais il reste 6 minutes encore. Et donc, on va être en mesure d'identifier les éléments de langage qui sont impliqués, d'identifier le champ lexical auquel ils font partie, et de pouvoir vous conseiller sur la régularisation, on va dire en tout cas la rectification de vos offres d'emploi pour qu'ils correspondent à vos objectifs de recrutement. Dans un second temps, on va s'attaquer à tout ce qui est reconnaissance d'image une fois qu'on sera un peu plus aguerri sur la reconnaissance de texte, et puis aussi parce que ça coûte beaucoup plus cher à développer. Mais l'idée, ce sera d'analyser au global vos communications corporate, donc dans vos images, dans vos vidéos, et le but, ça va être justement de sortir de la data en termes de pourcentage de représentation des femmes. Est-ce que dans les vidéos, il y a plus de temps de parole qui est accordé aux femmes ou aux hommes? Quel est le vocabulaire enregistré? Quel est le vocabulaire utilisé, pardon? Et donc le but, ça va être de mettre ces outils à votre service pour que vous puissiez tester vos coms avant de les sortir. Donc, pour conclure, plus de business
Et plus de business, évidemment. Business, vous avez compris ? Plus de facilité de recrutement. Pour finir, moi, je voulais insister sur quelque chose, parce que, comme je l'ai dit en introduction, on sait que le sujet de l'égalité, de la mixité dans la tech, on en parle énormément, surtout depuis 2-3 ans. Il y a eu MeToo, etc. Ça a été un enjeu gouvernemental aussi. Mais je voulais rappeler que derrière les discours, il y a vraiment des actions concrètes qui se mettent en place et qu'il ne faut pas se laisser avoir par cette gender fatigue ambiante, parce qu'on connaît en fait les problématiques que ça représente d'avoir si peu de femmes dans la tech, à la fois en termes de pénurie de talent, en termes d'image même du secteur, et puis tout simplement en termes de futur qu'on est en train de construire. Surtout ne pas oublier que, encore jusqu'à maintenant, ce sont les humains qui codent et qu'on est capable d'interagir sur nos propres stéréotypes et que ça reste encore la meilleure forme d'intelligence à utiliser en ce moment. Et surtout, comme l'ont très justement dit Aude Bernheim et Flora Vincent, qui nous ont beaucoup inspirés pour cette conférence d'ailleurs, il est plus facile de changer des lignes de code que des mentalités. Merci. Donc, à vous de jouer. Merci.